hop, à Pierre-Yves et Célia pour cette première partie. Merci Alice. Du coup, on va vous faire une présentation. Alors, je vais partager mon écran. On a décidé de vous faire une présentation sur l'impact, en tout cas, que pouvait avoir la situation sanitaire actuelle pour nos patients. On voulait faire un peu une thématique d'actualité, pas forcément vous parler d'une thématique de psychiatrie trop générale, mais un peu connexe avec ce qu'on peut connaître actuellement et avec l'état dans lequel on reçoit de manière extrêmement fréquente nos patients. On en discutait encore récemment avec Célia et avec pas mal de collègues. On voit beaucoup de patients qui vont être impactés par la situation sanitaire actuelle, qui sont du coup en souffrance psychique, mais qui ne présentent pas spécialement un trouble psychiatrique caractérisé. Et on voulait aborder ce sujet avec vous ce soir, faire un petit point, en tout cas dans un premier temps, sur les données de la littérature qu'on a qui arrivent à évaluer justement cet impact sur la santé mentale. On va vous parler dans un second temps de cette entité clinique finalement qui n'est pas un trouble psychiatrique caractérisé, mais qui est quand même considéré comme un trouble qu'on va appeler le trouble de l'adaptation. On a décidé dans un troisième temps de vous parler en tout cas de comment on prend en charge ce type de difficultés, notamment avec une technique spécifique psychothérapeutique. On va vous parler de quelques outils et on va en détailler un pour vous montrer ce que c'est et en quoi ça diffère d'un conseil ou d'une prise en charge de soutien classique. On a choisi de vous présenter un outil et pas spécialement de vous parler, par exemple, d'une prise en charge pharmacologique ou autre, mais plutôt d'une prise en charge psychothérapeutique, parce que c'est ce type d'aide qu'on va aussi proposer aux patients avec notre dispositif, et notamment pour des patients déprimés. Et c'est un point sur lequel on reviendra dans un quatrième temps, c'est-à-dire, voilà, quel est notre dispositif, qu'est-ce qu'on propose aux médecins généralistes, et qu'est-ce qu'on propose aux patients avec un versant avis, on en rediscutera, et un versant soins avec les groupes psychothérapeutiques. Donc l'impact de la situation sanitaire sur la santé mentale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va générer ce qu'on appelle, nous, des stresseurs, ou en tout cas, ça va faire émerger de nombreuses sources de stress. Et ça, tout le monde va y être confronté. On a un gros moteur et on va dire un mécanisme qui va vraiment, vraiment entraîner un niveau de stress élevé dans l'ensemble de la population, qui est l'incertitude. Nous, on a l'habitude de le travailler chez des patients qui ont un trouble anxieux. Mais là, de manière globale, dans une situation un peu exceptionnelle, on a une forme d'incertitude majeure quant à ce qui se passe, quant à la maladie potentielle, quant à l'avenir, quant au confinement, quant au couvre-feu, quand est-ce que ça va terminer. On est tous confrontés à une forme d'incertitude ambiante qui va susciter un niveau de stress, faire majorer en tout cas le stress ressenti par la population. Les grands classiques qui reviennent chez actuellement nos patients, c'est l'incertitude quant à la maladie, sa dangerosité, ses conséquences, les conséquences pour ses proches, les incertitudes quant à l'avenir, notamment sur les mesures un petit peu actuelles sanitaires, jusqu'à quand elles vont durer. L'emballement politico-médiatique, alors je vais le mettre sous ce grand terme, avec tout ce qu'on a connu depuis plusieurs mois, les experts en permanence, les discours qui vont un petit peu dans tous les sens, où on entend tout et son contraire, pas mal de fake news, pas mal de discours quand même qui ont beaucoup nui d'ailleurs au monde médical et au discours médical en général. Ensuite, les phénomènes de distanciation sociale qui ont majoré finalement aussi certaines situations d'isolement préexistantes et qui ont en créé de nouvelles. La stigmatisation, on l'a bien entendu notamment en début de crise, notamment des soignants qui ont été un peu mis à l'écart parce qu'ils étaient plus à risque d'avoir le Covid. On peut même parler de stigmatisation, notamment des populations asiatiques, également en début de crise. Enfin voilà, qui va aussi être un facteur de stress pour certaines parties de la population. Et bien sûr, le stress économique avec tout ce que ça entraîne, l'arrêt de certains secteurs entiers d'activité qui, eux, vont être également beaucoup plus impactés que les autres en termes de sources de stress. Les données de la littérature, dès qu'on les reprend sur le sujet, elles sont assez éparses. On voit que tout le monde parle d'un impact sur la santé mentale, mais on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup vraiment d'études qui ont été faites. Il y a beaucoup de conseils qui sont donnés, mais des études vraiment sérieuses sur l'impact, pas trop. Des études sur l'impact sur le système de soins, on en a beaucoup, mais vraiment des choses qui évaluent ce qui se passe en population générale, c'est assez compliqué à trouver. On retrouve néanmoins deux études intéressantes, une américaine de juin 2020, qui est partie en fait d'une cartographie un petit peu de la détresse psychique en 2018 et qui a fait repasser les mêmes indicateurs finalement en avril 2020 pour essayer de comparer et de voir si finalement en effet
la détresse psychique augmentée en population générale dans le contexte actuel. Et on retrouve effectivement une majoration où dans les questionnaires qui faisaient passer, on était à peu près à 3,9% de la population qui présentait une détresse psychique et à peu près 13,6%. Leurs collègues anglais ont fait une étude similaire également avec des chiffres, eux sur le passation d'un seul questionnaire, et eux pareil, ils montrent une évolution avec une majoration d'à peu près 20% à quasiment 30%, toujours en 2 ans. Donc ça confirme, ça va un petit peu dans ce sens. On a d'autres études, mais elles sont quand même beaucoup moins fines et on n'a pas vraiment de chiffres. Ça, c'est les seuls chiffres qu'on trouve un peu aujourd'hui. Conséquences sur des personnes qui souffraient préalablement de troubles psychiques, on a des études sur des petits échantillons qui montrent qu'en effet, des personnes qui avaient au préalable un trouble psychiatrique vont être plus impactées que la majorité de la population et qu'en tout cas, avoir un trouble psychiatrique préexistant est un facteur de risque, en tout cas de décompensation ou de souffrance psychique complémentaire dans cette situation sanitaire. Enfin, les conséquences sur le système de soins. Donc ça, c'est un petit peu, c'est ce qui est le plus documenté, paradoxalement. Alors, c'est des études de l'OMS, il y a pas mal de papiers, notamment du Lancet et tout, qui sont assez intéressants. Mais c'est là-dessus où on va retrouver finalement plus d'informations. C'est que oui, en fait, le contexte sanitaire actuel impacte le système de soins et impacte la possibilité d'offrir du soin à des patients en souffrance psychique. Et que finalement, la psychiatrie a été pas mal touchée. Et finalement, on a un double effet où à la fois on a la population et les patients préexistants qui souffrent plus et notre système de soins qui est encore moins en capacité de répondre à une demande qui se majore. Les sources de stress dans ce contexte, elles sont plutôt bien évaluées. Donc là, en fait, on a des études et pas mal de papiers se basent sur des études en fait, qui sont sorties assez tôt, en mars 2020 de la crise, et c'est un joli papier du Lancet qui avait fait en fait un recueil de déjà beaucoup d'études de personnes qui ont connu des situations de confinement prolongées, alors dans plein de contextes, hein, dans des virus respiratoires préalablement existants, notamment en Asie et autres, et ils avaient déjà recueilli pas mal d'éléments et qu'on va retrouver ensuite dans les autres études qui ont été effectuées pendant la période du Covid. Donc, dans les sources de stress, il va y avoir la durée des mesures d'isolement et les mesures d'isolement en général. Il va y avoir la peur de l'infection et des conséquences, la frustration et l'ennui, ce qu'on entend hyper régulièrement actuellement en consultation, les accès plus complexes aux besoins fondamentaux. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est principalement les soins, la distanciation et l'isolement social, les informations inadéquates sur la situation. Et ça, il y a 2 points qui sont relevés aussi bien d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire que d'être en permanence rivé sur les chaînes d'information à flux continu, ça va être une source de stress majeure, et qualitative également, avec effectivement les informations qui peuvent être extrêmement disparates et fluctuantes. Le stress financier et enfin la stigmatisation. Alors, ce n'est pas vraiment un scoop, mais en tout cas, on a des données de littérature assez solides sur ce sujet, et c'est des sources de stress, en tout cas, bien identifiées aujourd'hui. Nous, en tant que psychiatres, on relève que c'est des sources de stress assez classiques qui sont déjà des facteurs de prédisposition à certains troubles mentaux. Et il n'est pas très étonnant, hein, en effet, qu'on ait une majoration des difficultés psychiques dans ce contexte et avec ces sources de stress issues du contexte sanitaire. Les facteurs de prédisposition, c'est également dans cet article du Lancet de mars 2020 qu'on les a et qui sont repris en fait et qui sont revalidés par d'autres études derrière. Donc c'est plutôt les populations jeunes qui vont être touchées et chez lesquelles du coup la souffrance psychique va se majorer. Donc c'est plutôt dans ce type de population qu'il va falloir être vigilant. Le faible niveau socio-éducatif et socio-économique. Le sexe féminin, on s'est rendu compte que les femmes étaient plus touchées que les hommes par la situation actuelle et les situations comme ça de stress prolongé. La parentalité, le fait d'avoir un enfant va être du coup un facteur. Alors, c'est dans cette même étude, et ça vient de là, ce qu'on a entendu, que le fait d'avoir plus de 3 enfants était protecteur, même s'ils n'ont pas d'éléments vraiment explicatifs complémentaires. Le fait d'avoir des antécédents psychiatriques. Et dernier point, le fait d'être professionnel de santé. C'est-à-dire être professionnel de santé expose de manière plus importante du coup à la situation sanitaire et aux sources de stress associées et va être, on va dire, un facteur prédictif de souffrance psychique dans ce contexte. Je vais laisser du coup, après cette introduction sur un peu l'impact sanitaire, la parole du coup à Célia sur du coup, les problématiques que cela peut engendrer sur le plan psychique.
Alors, comme expliquait Pierre-Yves, et c'est pour ça qu'on a choisi d'aborder cette thématique-là, on s'est rendu compte aux consultations que la population était quand même pas mal impactée et ça générait beaucoup de consultations en ce moment liées au coronavirus. Et j'imagine que dans les consultations des médecins généralistes, enfin de vos consultations, ça doit être la même chose que vous observez. Donc moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle le trouble de l'adaptation, qui est finalement une entité qui est frontière entre le normal et le pathologique. Donc je vais vous expliquer un peu la réaction normale. Je vous expliquerai ce que c'est que le trouble de l'adaptation. On fera un petit zoom sur une vignette clinique et puis on prendra le temps de répondre à vos questions ensuite. Donc, face à une situation de stress, et d'autant plus la situation de stress à l'heure actuelle, l'individu évalue d'abord l'enjeu de la situation, qui est ce qu'on appelle le stress perçu, et il évalue ensuite, en fonction du stress qu'il perçoit, les ressources dont il dispose pour agir et pour répondre à la situation qui lui pose problème, ce qui lui permet de s'adapter à la situation. Donc ça, c'est les stratégies d'adaptation situation normale. L'ensemble des efforts finalement cognitifs et comportementaux qui servent à maîtriser, à réduire les sources de stress, c'est ce qu'on appelle les stratégies d'adaptation, donc le coping. Et finalement, lorsqu'on se rend compte que la situation est trop stressante, ou en tous les cas, lorsque le stress perçu par l'individu est trop important, que les ressources pour y répondre sont limitées et que les stratégies d'adaptation sont inefficaces, il y a un risque important de trouble de l'adaptation. Alors, le trouble de l'adaptation, qu'est-ce que c'est ? C'est comme je vous disais, c'est une entité clinique au contour flou. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un trouble qui est aigu, qui est réactionnel à un élément stresseur bien objectivé par l'individu, qui déborde de ses capacités d'adaptation et qui finalement est défini par l'absence d'un autre trouble psychiatrique caractérisé. On le définit, nous, dans nos définitions standardisées, sur plusieurs critères. Donc, c'est la survenue de symptômes émotionnels et comportementaux. Donc, vous voyez, hein, c'est hyper vague comme définition, mais c'est des symptômes émotionnels ou comportementaux cliniquement significatifs. Donc, ça veut dire avec une plainte et qui sont aspécifiques. Donc, ça peut passer de l'irritabilité à la tristesse jusqu'au trouble du sommeil et aux modifications comportementales. Ces symptômes émotionnels et comportementaux surviennent dans les 3 mois après un facteur de stress identifié par l'individu, sans autre critère pour un trouble mental. Ça veut dire qu'on n'a pas de critères pour un épisode dépressif caractérisé, pour un trouble d'anxiété généralisée ou autre trouble mental qui pourrait ressembler à la situation du patient. On ne parle de troubles d'adaptation on ne peut dire que c'est un trouble de l'adaptation que si, à la mise à distance du facteur de stress, les symptômes disparaissent dans les 6 mois. Sinon, on passe sur un autre type de classification. Alors, donc, effectivement, donc, ce que je vous disais, c'est qu'un trouble d'adaptation, ce n'est pas un épisode dépressif caractérisé, ce n'est pas un trouble anxieux caractérisé, donc c'est vraiment, la définition est une définition par élimination. C'est un trouble qui survient toujours avec une source de stress clairement identifiée et ce n'est pas un trouble chronique. Il évolue en règle générale dans 75% des cas sans séquelles et sans complications. Par contre, il faut faire attention parce que dans 25% des cas, on peut voir
le trouble se compliquer d'un épisode dépressif caractérisé ou d'un trouble anxieux. Dans la majorité des cas, ça évolue plutôt vers un trouble dépressif caractérisé. Les complications sont à connaître et à prévenir parce que la principale complication, c'est la tentative de suicide dans 2 à 4%, dans 2 à 4% des cas. On peut observer aussi des dépressions caractérisées et des mésusages d'alcool, de médicaments et des addictions. Alors, pour vous illustrer ça, une petite vignette clinique. Donc, l'exemple de Monsieur B, 45 ans, aucun antécédent psychiatrique. Il est ingénieur en informatique, actuellement en télétravail à son domicile. Divorcé, vit seul. Ses plaintes principales à l'entretien, c'est de la tristesse. Il se sent stressé. Il écrit un ras-le-bol de la situation actuelle, avec l'impression de tourner en rond, de déprimer. Il décrit des difficultés à s'endormir, des difficultés à trouver de la motivation pour son travail et le sentiment de vivre au jour le jour. Donc, au terme de la consultation, on retrouve des symptômes qui sont présents depuis plus de 15 jours, avec une tristesse de l'humeur qui est fluctuante sur moins de 50% du temps, sans pleurs spontanés, une perte du plaisir de manière partielle, uniquement sur certaines activités et en l'occurrence plutôt sur son travail, des difficultés d'endormissement qui sont finalement ponctuelles, hein, c'est uniquement 2 fois par semaine, avec des inquiétudes pour l'avenir, une altération du fonctionnement sur le plan professionnel uniquement, mais pas sur le plan social, pas sur le plan familial. Donc finalement, l'altération du fonctionnement est partielle et il décrit des discrets symptômes somatiques d'anxiété, palpitations, sueur, tension musculaire. Donc là, finalement, devant les symptômes de ce patient, on retient le diagnostic de trouble de l'adaptation parce qu'on a effectivement une source de stress qui est objectivée par le patient. Donc l'incertitude par rapport à l'avenir, comme ce que décrivait Pierre-Yves, l'isolement, les modalités de sa pratique professionnelle, parce qu'il est en télétravail, voilà. Le stress financier avec le chômage partiel, une perte d'une partie de son salaire, et la frustration et l'ennui en lien avec la situation qui se prolonge. Finalement, les symptômes émotionnels et comportementaux significatifs entraînant une altération de son fonctionnement. Donc, c'est la tristesse avec l'anédonie qui est partielle, des troubles du sommeil, une inquiétude et des symptômes somatiques d'anxiété. Ce sont des symptômes émotionnels et comportementaux qui sont aspécifiques et qui ne finalement répondent pas aux critères de notre trouble psychiatrique caractérisé. Alors, on n'a pas des critères suffisants pour parler par exemple d'un épisode dépressif caractérisé. Et donc, devant ce type de patient, on peut dire de façon assez certaine, parce qu'il n'y a pas d'épisode dépressif caractérisé, parce qu'on n'a pas retrouvé de troubles d'anxiété généralisés avec une anxiété qui va dans tous les champs de la vie, avec tous les critères de troubles d'anxiété généralisés. On peut dire que là, c'est un trouble de l'adaptation et proposer à ce patient plutôt une prise en charge de psychothérapie. Il n'y a pas d'indication à l'introduction d'un traitement antidépresseur et on vous parlera après de ce qui peut être efficace avec ce type de symptomatologie. Ce qu'il faut retenir sur le trouble de l'adaptation, c'est que finalement, c'est une entité clinique au contour qui est floue, mais qui ne constitue pas un trouble psychiatrique caractérisé, même si on peut retrouver des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux
parce que ce sont des symptômes qui sont finalement aspécifiques, mais on n'a pas les critères pour définir un épisode dépressif caractérisé ou un autre trouble anxieux caractérisé. C'est un trouble qui est toujours réactionnel à un facteur de stress qui est objectivé par l'individu, finalement qui déborde ses capacités d'adaptation avec des symptômes psychocomportementaux dont le patient se plaint. L'évolution est favorable dans 3/4 des cas. Il ne faut pas minimiser parce qu'il y a un risque de tentative de suicide. Et finalement, il faut surveiller et prendre en charge pour prévenir l'évolution et éviter les complications d'épisodes dépressifs caractérisés ou d'un trouble anxieux et également surveiller une éventuelle problématique addictive. Voilà. Merci Célia. Alors, je vous propose de faire un stop maintenant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déjà répondre à vos questions ou ça peut être aussi des témoignages, remarques par rapport à cette première partie un peu, on va dire, plus descriptive des symptômes, et aussi de l'épidémiologie, savoir un peu ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que c'était limpide? Profitez-en. Hein. Donc, on voit en tout cas que sur cette première partie, finalement, ça peut faire beaucoup de patients. C'est-à-dire que potentiellement des personnes, alors on les appelle patients du côté des médecins et des professionnels de santé, mais on les appelle aussi des usagers ou des personnes. J'aime bien le terme de personnes aussi, d'individus. Donc, ça peut faire pas mal de personnes finalement, et tous ne vont pas consulter un médecin, évidemment. Et donc, Virginie Charot nous dit, c'est exactement cela. J'ai l'impression que cela concerne la majorité des gens que je reçois. Oui. Alors, il me semble que sur les chiffres que j'avais trouvés, en temps normal, c'est-à-dire hors situation de Covid avec le stress ambiant, en temps normal, le trouble de l'adaptation représente à peu près 20% des consultations en médecine générale. Et donc là, j'imagine qu'en ce moment, effectivement, ça doit représenter une grosse majorité des patients qui consultent en médecine générale. Boris, vas-y. Oui, enfin, ça s'ajoute aux problématiques habituelles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des troubles de l'adaptation, 20%, certes. Après, ceux qui majorent, c'est aussi le chiffre est majoré par les gens qui ont d'autres pathologies en même temps, hein, parce que c'est quand même des personnes qui ne sont pas suivies que pour ça. Hein. Donc, c'est vrai qu'on est à rude épreuve sur ce trouble, hein, quand même. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils viennent pour un autre motif et En ça, fait, ils viennent pas forcément que pour ça. Ils n'ont pas forcément conscience. Ils t'en parlent à la fin. Tu sais, c'est la poignée de porte. Hein, c'est le motif caché, hein, comme d'habitude. Hein, on a l'habitude en médecine générale. Et c'est un problème. Oui, c'est vrai que c'est assez prégnant et prévalent, hein, de toute façon. Donc, merci à Pierre-Yves et merci à Célia, parce que ça nous donne quand même de bons repères pour notre pratique. Et c'est vrai qu'il faut être vigilant. Pas toujours facile, mais bon, on reste vigilant et disponible. Mais c'est bien d'avoir un peu de théorie quand même, parce que ça permet aussi de se rassurer en disant, en fait, on trouve qu'on en a beaucoup, mais il y en a beaucoup quand même. Hein, donc, il faut des repères. Enfin, merci. Voilà, c'était juste pour alimenter la discussion. Je me coupe. Et alors, du coup, Sylvie Froment nous dit, les écouter, ça soulage un peu. Alors, effectivement, il y a divers professionnels qui peuvent avoir cette oreille attentive, on va dire, à d'autres moments. Je ne sais pas s'il y a des pharmaciens aussi parmi nous, mais ils peuvent, des pharmaciens, des infirmiers ou des kinés, qui, lors des séances répétées, vont parfois devenir un peu les confidents des personnes. On va venir sur les solutions. Ce qui est intéressant à comprendre sur ce type de trouble, c'est que finalement, regardez un peu les critères qu'on vous a donnés. Posez-vous la question déjà dans votre gestion du quotidien, mais on pourrait tous avoir un trouble de l'adaptation dans le contexte sanitaire actuel, hein, si on regarde les critères. Ce qui est compliqué avec cette entité clinique, c'est qu'il
il ne faut pas la majoriser, d'emblée la dramatiser. Vous avez un patient qui souffre et on se dit d'emblée, il est déprimé et tac, je dégaine l'antidépresseur ou je vais dégainer tout de suite une prise en charge et je vais finalement ne faire que peut-être l'inquiéter un peu plus sur sa situation. Et il va falloir être un petit peu justement un peu prudent, bien évaluer, vous laisser le temps de voir un petit peu justement est-ce que c'est ou pas une dépression ou un trouble anxieux et pas partir d'emblée dans l'idée que c'en est un. Et inversement, ne pas le minimiser. Oh, c'est toujours celui-là qui se plaint, ce patient. De toute façon, oui, c'est compliqué, c'est aussi compliqué pour moi et pour tout le monde en ce moment. Oui, mais attention, comme on l'a vu, il y a un risque évolutif qui est quand même 25%, c'est pas rien de risque évolutif, sur lequel il faut garder une petite vigilance, notamment, comme on l'a dit, sur des populations quand même plus à risque, qui ont peut-être déjà des troubles somatiques, qui ont peut-être déjà des troubles psychiques, des jeunes, des personnes en situation déjà d'isolement, etc. Ça, c'est déjà des choses sur lesquelles on est assez vigilant, mais sur lesquelles il faut l'être, en effet, dès qu'on est face à une difficulté, il faut se dire, chez ce type de personnes, c'est pas grave si je le revois dans une semaine ou dans 10 jours, même si je suis pas hyper inquiet, ça me permettra de confirmer ou pas si c'est finalement assez stable ou si ça évolue de manière péjorative. Et on n'hésite pas à poser la question des idées suicidaires. Voilà, même si on n'a pas vraiment raison ou d'inquiétude, on n'hésite pas à la poser, c'est pas tabou, ça permet vraiment de discriminer, ça ouvre la porte, comme ça ils pourront revenir vous dire s'ils en ont plus tard, s'ils n'ont pas osé vous le dire tout de suite. Ok, merci beaucoup. Alors peut-être on peut passer à la deuxième partie. Je te laisse continuer, Pierre-Yves, avec le partage d'écran. Bien sûr, Ouais. s'il y a d'autres questions qui vous reviennent, on pourra en reparler après, il n'y a aucun problème. Alors, je retrouve ma présentation qui est passée. Hop. Donc l'idée était de vous parler aussi de la prise en charge. Alors on va axer, nous, notre propos sur des prises en charge notamment de nature plutôt psychothérapeutique, c'est-à-dire non basées sur les médicaments. Je fais une très très rapide aparté. On pourrait prescrire des traitements chez ce type de patient. On pourrait réfléchir à un anxiolytique sur une courte durée. Pareil, nous, notre conseil en tant que psychiatre, c'est pas de dégainer d'emblée l'aspect thérapeutique. Vraiment, si on est dans une personne qui a beaucoup de mal à gérer, si on veut prévenir un peu l'évolution ou la complication chez quelqu'un qui est extrêmement stressé ou qui a beaucoup de symptômes, notamment anxieux, éventuellement des troubles du sommeil. Ce qu'on va privilégier, ça va être effectivement l'écoute. Là, on avait une remarque tout à l'heure sur le fait que l'écoute peut soulager. Alors, l'écoute, ce n'est pas vraiment la psychothérapie. L'écoute, c'est ce qu'on appelle de l'abréaction. C'est un phénomène assez classique qui fait que quand on parle à quelqu'un d'autre, ça nous soulage. Donc, c'est valable, mais ce n'est pas de la psychothérapie, on va y revenir. Après, du coup, on va pouvoir affiner ce qu'on va pouvoir proposer. Ce qu'il faut comprendre, moi, je vais vous reparler un petit peu des grands types de stratégies d'adaptation qui existent. C'est issu de travaux en psychologie expérimentale qui datent des années 80. C'est un modèle relativement récent, c'est les modèles du stress qu'on appelle de Lazarus et de Folkman, qui sont des modèles de référence aujourd'hui, et sur lesquels on va, nous, ensuite, derrière, développer des techniques psychothérapeutiques basées, du coup, sur la psychologie expérimentale, qui ont montré une efficacité dans la gestion du stress. Moi, je vais vous réexpliquer ces trois grands principes. Je vais vous redonner et détailler une technique psychothérapeutique qu'on a l'habitude d'utiliser, nous, sur ce type de population qui a un trouble adaptatif. Et on va voir un petit peu, vous allez pouvoir poser vos questions sur est-ce que ça va vous être utile, est-ce que ça va être utilisable en pratique ou pas. On va être là aussi pour débriefer ça. Du coup, il y a trois grands types de stratégies d'adaptation. On peut considérer celles qui vont être centrées sur le problème en soi. Donc, ça va être toutes les actions que va mobiliser, on va dire, le patient ou la façon dont il va percevoir la situation qui va lui permettre finalement de moins la subir. Ensuite, on a les stratégies d'adaptation qui sont centrées sur les émotions, donc centrées sur en fait finalement la répercussion émotionnelle que va avoir le stresseur pour lui. Et enfin, on va avoir les stratégies d'adaptation centrées sur ce qu'on appelle le soutien social. Ça va être toutes les actions qu'il peut mettre en place pour mobiliser son entourage social afin de l'aider sur le problème ou sur son vécu émotionnel. Donc c'est une stratégie un peu mixte en mobilisant finalement autrui. On s'est rendu compte, donc les études de psychologie expérimentale nous montrent que quand on centre et on essaye plutôt de gérer le problème, c'est assez efficace lorsqu'on est face à des stresseurs qui sont de longue durée, et ce serait plus efficace dans la mesure où le stresseur est contrôlable.
En effet, on imagine bien, si j'adapte ou j'essaye finalement de m'adapter, trouver des solutions à quelque chose qui n'est pas contrôlable, bah, ça va être un peu limité. C'est là qu'interviennent les stratégies, ce qu'on appelle d'adaptation, centrées sur plutôt les émotions et le vécu émotionnel, et qui, eux, montrent plutôt une efficacité pour faire face à des stresseurs, surtout de court terme, mais également des stresseurs incontrôlables. Il va être plus intéressant d'aller travailler sur la perception qu'on en a et sur l'activation émotionnelle que ça génère. Actuellement, on se rend bien compte qu'on est dans un contexte sanitaire, finalement, où il y a pas mal de stresseurs, mais qui sont mixtes, à la fois contrôlables, mais à la fois incontrôlables. On a beaucoup d'incertitudes qui, par définition, n'est pas contrôlable. Et du coup, il va falloir qu'on puisse proposer à nos patients, en tout cas nous en psychothérapie, et vous un peu dans un travail de soutien assez général, des choses assez mixtes, qui vont leur permettre à la fois, finalement, de pouvoir se centrer sur les problématiques objectives contrôlables, mais également sur leur vécu émotionnel. Je fais une petite aparté sur les psychothérapies, sur ce que c'est et sur ce que ça n'est pas. Donc, c'est vraiment des traitements avec l'aide de moyens psychologiques sur des problématiques qui entraînent de la souffrance ou une détresse psychologique. Aujourd'hui, c'est assez compliqué dès qu'on est un peu néophyte sur le sujet ou qu'on voit ça un peu de loin, c'est qu'il y a plein de types de psychothérapie. Je sais plus, je crois qu'il y avait plusieurs centaines existantes d'abords théoriques et pratiques différents. Bien considérer que ça diffère d'un rapport simple de conseil ou de soutien, même si on a une petite entité qu'on appelle la psychothérapie de soutien, on ne peut pas considérer que c'est une psychothérapie structurée. L'intérêt, c'est que c'est assez plébiscité, les patients sont généralement assez demandeurs d'un soutien psychologique, et qu'aujourd'hui, on a quand même plusieurs techniques psychothérapeutiques qui ont un effet curatif et préventif démontré. On a de très belles études qui montrent, par exemple, que certaines approches psychothérapeutiques entraînent un changement au niveau cérébral aussi important que le changement apporté par un antidépresseur, par exemple. Enfin, du coup, les limites, c'est que c'est assez hétérogène. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs centaines d'approches et que leur validité scientifique, finalement, elle est aussi assez hétérogène. On a des approches assez validées et d'autres pas du tout. L'autre limite, c'est que, par définition, ce n'est pas indiqué chez quelqu'un qui va trop mal. Si on a un trouble qui est d'intensité trop sévère, ce n'est pas la peine de s'acharner à faire de la psychothérapie, on va mettre le patient plus en difficulté qu'autre chose. Les autres problématiques, c'est plutôt l'accessibilité, il faut quand même trouver un psychothérapeute, et comme un psychothérapeute qui applique de la psychothérapie, ça lui prend du temps, il ne peut pas recevoir beaucoup de patients non plus, et du coup, souvent, il y a une liste d'attente qui est longue. Dernier point que je ne dis pas, c'est vrai que ce n'est pas reconsidéré comme un soin à part entière et donc ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est aussi une des limites assez classiques à ce type d'approche. Moi, je vais vous parler des TCC parce que c'est le type de psychothérapie sur lequel je suis formé, sur lequel je donne cours, etc. Donc j'ai assez l'habitude de ce type d'approche. Moi, je la pratique depuis de nombreuses années. Donc c'est une approche un peu particulière qui est vraiment basée sur les résultats de psychologie expérimentale, qui est du coup active. On va faire bosser un petit peu le patient. Il va falloir qu'il travaille sur sa problématique, sur laquelle on va bien sûr l'aider. Elle est collaborative, on ne va pas être dans une posture un petit peu patriarcale ou autre, on va être dans une posture plutôt, on collabore avec lui, on va l'aider par rapport à son trouble. C'est pragmatique, on est vraiment centré sur la problématique du patient dans le présent. Il nous arrive de refaire un parcours de vie, mais ça prend 1 ou 2 entretiens max. On ne revient pas sur le passé du patient, on ne fait pas de lien, on ne fait pas, on ne fait pas d'approche vraiment basée sur toute l'historique du patient. C'est structuré, donc ça suit un cadre assez rigoureux et hiérarchisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de modèles qui ont été développés et c'est des modèles qui sont validés, il y a une structure à suivre si on veut que ce soit efficace. Et c'est évalué, c'est-à-dire qu'on fait toujours ce qu'on appelle une ligne de base, c'est-à-dire qu'on fait toujours au moins 3 ou 4 entretiens d'évaluation, souvent associés à des passations de questionnaires et qui ont pour objectif de savoir d'où on part et de savoir finalement à 3 mois, à 6 mois, à 8 mois, à 1 an, est-ce que ça a bougé ou pas ce qu'on est en train d'opérer avec le patient. La finalité, c'est qu'il n'y ait plus besoin de psychothérapie et plus besoin de psychiatre. C'est-à-dire que le patient, on lui apprend et on collabore avec lui pour qu'il gère son trouble et qu'ensuite il s'autonomise par rapport à sa problématique afin d'aller mieux et de pouvoir y faire face et que ça ne revienne pas à l'avenir. L'objectif n'est pas de rendre le patient dépendant au thérapeute ni à la thérapie. Je vais vous montrer du coup des exemples de ce que n'est pas une psychothérapie et de ce qu'on trouve aujourd'hui dès qu'on va regarder Covid et impact sur la santé mentale. Donc je vous ai fait un peu tous les grands articles de journaux qu'on trouve depuis mars 2020 et vous avez toutes les petites choses qu'on peut retrouver. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes, mais c'est plutôt des choses de l'ordre du conseil et du soutien
qui ont plus ou moins une validité par rapport aux études que je vous ai citées en première partie, mais ça, ce n'est absolument pas de la psychothérapie. Hein. D'accord ? Néanmoins, vous pouvez vraiment transmettre ce type de message, bien qu'il y en a certains qui font un peu tiquer. Alors, je vais vous en lire quelques-uns qui m'ont fait un peu sourire, parce que juste dire ça à son patient, bah, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Essayer de voir le verre à moitié plein, donc c'est un bon conseil, mais ça va être rapidement limité devant un patient qui est vraiment mal. Ne pas dramatiser si l'on vous a prescrit des anxiolytiques. Donc ça, c'est dans des revues un peu grand public. Hein, comprendre le sens du confinement, donc ça, c'est pas mal. Tolérer de ne pas être parfait. Bon, il y en a quand même voilà, quelques-unes comme ça. Je pense que si on est uniquement dans un discours de cet ordre-là auprès d'un patient, bah, c'est mieux que rien, mais ça va être rapidement limité. Moi, je vous présente là pour vous montrer ce qu'est un outil psychothérapeutique de type TCC. Donc, pour la petite aparté, c'est les outils qu'on utilisera dans les groupes qu'on propose aux patients hein, via le dispositif médecine générale et psychiatrie 37. Là, moi, je vais vous présenter ce qu'on appelle les outils de résolution de problèmes. Donc, c'est vraiment pour développer les stratégies d'adaptation du patient dès qu'on a un problème objectivé et qui est contrôlable. Je vous rappelle, on ne va pas lancer le patient avec ce type d'outil sur un problème qui est du coup incontrôlable. Si c'est un truc incertain, qui est vraiment extrêmement compliqué à gérer avec beaucoup de flou et sur lequel il n'a aucune maîtrise, on va le mettre plus en difficulté qu'autre chose. Donc ça demande qu'on soit vraiment sur quelque chose vraiment... ça peut être une problématique professionnelle, ça peut être une problématique de gestion du quotidien, ça peut être une échéance à venir, vraiment un truc vraiment concret. Il se fait en 3 temps. Souvent, on explique au patient du coup la méthode et on va lui donner un support. On va lui demander d'utiliser le support chez lui, du coup, pour essayer justement sur sa problématique de lui-même, avec l'outil, de trouver des solutions et d'essayer de les mettre en application. Et enfin, on va réévaluer avec lui dans un 3e temps pour savoir est-ce qu'il a eu des difficultés, est-ce qu'on est obligé de l'aider à ajuster pour qu'il continue à essayer de le faire, est-ce qu'il a réussi, etc., pour que du coup, on puisse évaluer les bénéfices perçus et qu'il continue de lui-même à l'utiliser. On n'ait pas besoin de revenir en permanence sur ce type d'outil avec lui. C'est un outil qui, du coup, a 7 étapes, qui reprend en fait 7 étapes cognitives classiques que vous faites tous les jours sans vous en rendre compte. Hein. D'accord ? Donc, tous les jours, dès qu'on a une tâche à faire ou un problème à résoudre, on applique ces étapes-là. C'est-à-dire qu'on perçoit le problème, on le définit, on se formule un objectif, on va y rechercher des solutions, on va évaluer, du coup, les solutions à notre disposition, on va en choisir une, on va la mettre en application, on va la réévaluer et on va observer, du coup, ce que ça donne et savoir un peu la fois prochaine où on est confronté à ce type de problématique, quel plan d'action on va mettre en place. Moi, souvent en consultation, je donne l'exemple à mes patients, bah, vous avez du coup des amis qui doivent passer à la maison et vous n'avez plus rien dans votre frigo. Et en fait, ça va illustrer que le patient, de lui-même, il est tout à fait capable de faire ça, dès qu'on est face comme ça à une petite situation de la vie courante pas très compliquée, mais qui va être en grande difficulté pour le faire dès qu'on va être face à des stresseurs qui vont être plus compliqués pour lui. Si je reprends mon exemple avec le frigo à remplir et les amis qui viennent à la maison, bah, perception du problème, ça va être, voilà, j'ai rien pour mes amis qui viennent. Ensuite, on va revoir, il va falloir qu'il le formule et qu'il voit si on a plusieurs, mais en fait, il y a plusieurs problèmes. Il faut qu'il aille faire ses courses, il faut qu'il choisisse les choses, il faut qu'il n'oublie pas certains trucs que lui avait demandé son compagnon. On va se rendre compte qu'en fait, il y a plusieurs types de problématiques. Ensuite, il va rechercher plusieurs types de solutions, il va le faire très vite, il va se dire, bah, tiens, tous les magasins qu'il y a à côté de chez moi, est-ce que j'y vais en voiture, est-ce que j'y vais à pied? Il va finir par choisir une solution, des fois par habitude, mais des fois parce que du coup ça va aussi très vite, il n'a pas besoin vraiment d'être dans une réflexion extrêmement structurée. Généralement, il l'a choisi, il la met en application, si ça marche bien, il n'y réfléchit pas, mais il augmente la probabilité que plus tard, il continue à utiliser ce type de solution. C'est pour ça que je vous dis qu'on le fait un peu tous les jours, et c'est intéressant d'expliquer aux patients que c'est vraiment un processus normal, mais qui peut s'enrayer dès qu'il va être trop stressé. Du coup, la première étape, c'est toujours d'apprendre à votre patient quel est l'objet du problème, est-ce que c'est une menace pour lui, est-ce qu'il y en a finalement un ou plusieurs, et est-ce qu'on va pouvoir les hiérarchiser. Souvent, c'est une des premières étapes sur lesquelles la personne peut s'enrayer dans sa façon de fonctionner habituelle. Si la personne, elle perçoit le problème comme une menace trop importante, elle va s'inhiber, elle va arrêter, c'est-à-dire que toutes les étapes qui viennent après, elle ne les fait plus. Donc déjà, il faut leur expliquer, attention, on pose un petit peu les choses. Si vous êtes vraiment stressé par les choses, on vous invite à reposer un peu les petites choses à l'écrit, attendre peut-être quelques heures ou quelques jours avant de vous y remettre et de le faire un peu à tête reposée, dans un objectif de ne pas être inhibé par l'anxiété.
Le deuxième piège classique à cette étape, c'est le fait d'essayer toujours de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Et là, pareil, bien expliquer à votre patient, attendez, en fait, votre situation, il y a peut-être plusieurs problématiques. En fait, essayez de décomposer. Parce que essayer de résoudre plusieurs problèmes à la fois, c'est un peu le mieux rassuré. Donc, on leur explique toujours, attention, est-ce qu'il y a un ou plusieurs problèmes? L'étape 2, on les met un par un et on essaye du coup vraiment de segmenter. C'est-à-dire que si on a identifié qu'il y a 4 problématiques, on va les prendre une par une. Et ça, c'est une petite astuce, pareil, de psychologie expérimentale. Au lieu de marquer un problème, on va le marquer sous forme d'objectif. Voilà. Donc, on va essayer de pousser le patient à formuler vraiment une problématique sous forme plutôt d'un défi ou d'un objectif à atteindre. C'est beaucoup plus simple ensuite à manier psychologiquement. Troisième étape, c'est la recherche de solutions. Donc là, il y a un petit principe de quantité et de variété. Souvent, on conseille qu'ils trouvent à peu près 2 ou 3 solutions par petits objectifs qui se sont fixés. Nous, on offre les petits conseils, essayez de réfléchir à déjà les ressources que vous avez d'un point de vue interne, votre expérience, vos capacités physiques, vos capacités de communication. Est-ce que c'est déjà des situations que vous avez gérées par le passé? Qu'est-ce que vous aviez fait, etc. Et les ressources externes, est-ce que vous avez du matériel disponible? Est-ce que vous avez des personnes que vous connaissez qui peuvent vous donner un coup de main dessus? Et en fait, ça lui permet de trouver plus facilement des solutions. Et on va l'inviter à formuler ces solutions avec la petite astuce, alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, qu'on appelle SMART. Il faut que ces solutions elles soient un peu spécifiques quand même et mesurables. Est-ce que je sais si je les ai fait ou pas? Il faut que ce soit acceptable, il ne faut pas qu'ils nous créent des solutions utopiques, parce qu'ils ne les feront jamais sinon. Il faut qu'elles soient reproductibles et définies dans le temps. Donc ça, ce n'est pas forcément, si vous voulez utiliser ce type de méthode rapidement avec vos patients, ce n'est pas la peine forcément de vous encombrer avec ce petit acronyme, voilà, mais ça peut être une petite astuce complémentaire pour être sûr de formuler en tout cas des solutions qui sont des solutions objectives. L'étape 4, ça va être d'évaluer les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. Comme je vous le dis, vous le faites de tête extrêmement rapidement, mais tout ça, pareil, peut être extrêmement inhibé. La personne peut essayer de s'acharner dans des solutions qui ont déjà marché dans d'autres problématiques, et par habitude, elle essaye de les appliquer dans la nouvelle problématique, mais ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment les informer dessus et leur expliquer, évaluer bien. Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que ça avait été efficace? Si ça n'avait pas été efficace, ce n'est pas la peine de vous acharner. Et on peut même les aider à se poser la question, là, ça vous paraît génial, la solution que vous m'évoquez, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait la faire capoter, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait, on va dire, empêcher que ça fonctionne? Donc, ça leur permet aussi d'essayer de bien évaluer, est-ce que finalement, ce qu'ils ont imaginé, c'est purement une habitude un peu finalement stérile et inefficace, ou ça a effectivement un potentiel d'efficacité par rapport à leurs difficultés. L'étape 5, c'est on choisit. Donc, parmi, du coup, finalement, leur petit travail de prise de recul, de réflexion sur les solutions à leur disposition, ils en choisissent une. L'étape 6, ils mettent en application et ils évaluent ce que ça donne. On leur apprend bien à ce moment-là, si ça marche, jackpot, vous avez une solution à votre disposition qui sera utile dans des situations similaires. Si, du coup, ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de vous acharner, vous revenez à l'étape précédente et vous allez piocher dans une autre solution, en vous posant la question, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Si c'est partiellement efficace, idem. Est-ce qu'il y a un ajustement nécessaire? L'étape 7, c'est un peu ce qu'on appelle, nous, le plan d'action en psychologie, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que ça m'apprend? Et si je suis confronté à une problématique similaire à l'avenir, qu'est-ce que je pourrais faire? Ou est-ce que je vais avoir justement parmi ce que j'ai appris à faire, des choses que je vais pouvoir réutiliser? Et là, finalement, vous avez aidé votre patient dans une situation alors qu'il s'était braqué et inhibé, ce qui est assez classique dans les troubles adaptatifs, à du coup reposer un peu à plat les problèmes auxquels il est confronté et à refaire un peu toutes les étapes qu'il fait naturellement, mais qui s'étaient enrayées à cause d'un niveau de stress trop élevé. Donc ça, c'est vraiment pour vous illustrer une technique vraiment très très classique qu'on utilise. Ça prend vraiment 2 entretiens dès qu'on a l'habitude. De mon point de vue, alors après, on pourra en discuter, c'est utilisable en médecine générale. Et il n'y a pas forcément le besoin d'une formation psychothérapeutique structurée complète pour pouvoir utiliser ce type d'outil. Pour ceux que ça intéresse, on vous mettra en lien les petits supports PDF qu'on utilise pour les patients qui synthétisent ça et qu'on leur donne finalement à la consultation, avec lesquels ils vont s'entraîner de leur côté au domicile. Ça, c'est un exemple d'outil. Afin de vous illustrer un peu ce qu'on peut proposer dans les difficultés adaptatives.
Ensuite, je peux vous en parler très rapidement d'autres que je ne vous détaillerai pas par souci un peu de temps et pour pas trop vous encombrer, que ce soit trop dense. On a des techniques centrées sur, je vous l'avais dit, la gestion plutôt émotionnelle. Donc, ce qu'on a l'habitude d'utiliser chez des patients qui ont un trouble de l'adaptation ou des difficultés de stress, ça va être les techniques de relaxation. Donc, on peut leur apprendre des techniques de relaxation. Le grand classique que vous entendrez qui est facile à leur proposer, c'est la respiration abdominale, qui est un des grands classiques. Vraiment, les techniques de relaxation, retenez, c'est des techniques qui ont quand même montré une efficacité pour activer le système nerveux autonome parasympathique et donc entraîner des signaux adverses au stress. Donc la respiration abdominale, grand classique. Les deux grandes méthodes aussi validées classiques, c'est les méthodes Jacobson et les méthodes Schultz. Si vous en avez déjà entendu parler, si vous avez des questions dessus, pareil, on pourra y répondre. On a la cohérence cardiaque, qui est pas mal à la mode, mais qui marche plutôt bien. Moi, je mettrais le petit aparté sur toutes ces techniques-là, c'est que ce n'est pas des techniques qu'on utilise d'emblée quand ça va mal. Il faut d'abord un petit entraînement régulier. C'est souvent le piège et qui fait que ça ne marche pas chez nos patients, c'est qu'ils le font une fois, ils attendent d'être mal et ils essayent de la mettre en application quand ils sont mal. Pareil, il y a une grande chance que ça foire du coup. Donc l'idée, c'est plutôt de leur expliquer que vous avez une méthode sur laquelle il faut vous entraîner dans un premier temps, à votre domicile et régulièrement. Et une fois que vous la maîtrisez, que vous voyez que ça vous apporte en fait effectivement des signaux de relaxation, et ben, vous pouvez tenter et vous pouvez commencer à l'essayer dans des périodes où vous sentez monter le stress. C'est comme ça que ça va être optimal. La technique de cohérence cardiaque n'est pas totalement faite pour ça, contrairement aux techniques de relaxation, mais peut être aussi utilisée dans le même sens, parce que finalement, c'est une forme de technique de respiration. Un autre exemple, mais ça, pour le coup, c'est vraiment un professionnel qui le fait, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive, c'est on va vraiment travailler sur la perception et les réactions émotionnelles de l'individu. Je ne vous les liste pas, hein, il y en a plein des techniques qu'on peut utiliser, mais je vous donne celles qui peuvent être vraiment intéressantes là, dans le sujet qui nous intéresse. Du coup, sans transition, je fais le lien avec notre dispositif. Je ne sais pas, Alice, si tu voulais qu'on fasse un petit temps de questions peut-être avant. Oui, je pense que ça peut être pas mal si tu peux arrêter le partage d'écran. Voilà, peut-être faire un temps un peu de questions-réponses sur cette partie qui est à la fois assez... il y a beaucoup de choses de bon sens finalement quand on l'entend, mais en même temps de là à l'utiliser avec les patients au quotidien, c'est autre chose. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Je vais mettre le fichier en pièce jointe de résolution de problème. Et puis, on mettra le diaporama aussi dans la partie conversée. Donc, sachant que si vous voulez le récupérer, il faut le télécharger pendant la visio, puisqu'une fois que la visio est éteinte, vous ne pouvez pas le récupérer. Alors, je vais vous mettre ça. Alors, est-ce que certains ont des questions ou des remarques par rapport à cette partie sur la thérapie cognitive et comportementale ? Il était très clair. Donc ça, toi, Pierre-Yves, c'est des techniques que tu utilises dans ton cabinet régulièrement avec les patients, c'est ça? Ça, c'est un grand classique. Hein. C'est vraiment des choses qu'on utilise hyper fréquemment, qu'il y ait un trouble ou pas. Hein. C'est-à-dire que souvent, c'est des choses qu'on redonne aux patients qui... Alors, je vous le dis, tout patient qui souffre d'un trouble adaptatif avec des difficultés objectivées vraiment concrètes, ça, c'est vraiment, on peut lui donner les yeux fermés. Hein. D'accord ? L'idée, c'est de l'accompagner. Effectivement, c'est basé sur le bon sens. Le gros intérêt, c'est que c'est basé, je vous le dis aussi, sur quand même, au-delà du bon sens, qui a un niveau de preuve limité, c'est basé sur quand même pas mal d'études qui montrent que c'est quand même assez efficace. Donc, il ne faut pas hésiter à les accompagner dessus. Moi, je prône vraiment ce type d'outils, et moi, c'est là-dessus que me plaisent quand même pas mal les TCC, c'est que ça prône quand même l'autonomie. Hein. C'est que le patient, une fois qu'il a utilisé ça et que ça marche pour certaines de ses problématiques, il va continuer à l'utiliser pour d'autres de ses problématiques sans forcément continuer à vous solliciter. Et vous ne prônez pas du coup la dépendance du patient à vos bons conseils ou à votre travail de soutien. On l'autonomise dessus et cette autonomie va être préventive d'autres types de troubles.
Et alors, du coup, Laurent Bourse nous demande, dans ce type d'approche, comment recevoir les propos du patient tendant à établir des liens? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. Je sais pas. Alors, établir des liens. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Ouais. Ouais, est-ce que, Monsieur Bourse, vous pouvez nous préciser en mettant votre micro? Alors peut-être du coup que ça parle des liens ou c'est dans un concept plutôt d'association libre. Je ne sais pas si vous parlez plutôt dans les approches analytiques, ils ont l'habitude de faire des associations. Il y a une problématique, est-ce que c'est pas en lien avec quelque chose du passé que j'ai vécu, etc. Donc je ne sais pas si c'est le propos. Si c'est le cas en tout cas, l'idée c'est de guider et de garder le patient dans ce qu'on est en train de travailler. C'est-à-dire que si ça l'intéresse, on peut l'orienter vers un type de travail de ce type-là, mais là, on lui explique bien que là, on n'est pas dans un travail où on essaye de faire des hypothèses sur sa problématique ou pourquoi il a une problématique. Qu'on se centre sur la problématique et comment on va trouver des solutions de manière pragmatique dans, on va dire, pour lui-même, sa gestion du quotidien. Vraiment, on centre les choses dans le présent, sur le problème et comment faire pour aller mieux malgré ce problème et que ce soit de lui-même qu'il arrive en effet à le gérer. Le fait de faire un lien sur quelque chose qui est vécu dans le passé, c'est certaines approches effectivement psychothérapeutiques. Ça peut être intéressant pour certains patients, mais ce n'est pas ce qu'on promeut en tout cas, et encore moins, j'ai envie de dire, dans les difficultés adaptatives. D'accord ? Là, il faut qu'on ait quand même un travail à efficacité plutôt rapide et d'autonomisation du patient. C'est ce qu'on privilégie. Un travail d'approche psychodynamique, c'est un travail qui est quand même hyper long, qui ne va pas être vraiment utile dans des cas aigus. Vraiment, c'est ce qu'il faut, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre, et sans rentrer dans des guerres de clochers sur quelle technique vous voyez la plus efficace. C'est des approches qui sont quand même longues, régulières, qui vont demander un vrai travail, un investissement du patient, et qui, du coup, en efficacité rapide, ce n'est pas ce qu'on promeut quand même. On va privilégier ce qu'on appelle plutôt les thérapies brèves ou structurées, dont les psychothérapies type TCC font partie. Donc là, finalement, c'est pour ces patients-là qu'on voit, ces personnes qu'on voit en ce moment qui ont un trouble de l'adaptation face à une situation voilà, complexe à gérer, finalement, tout ce que tu dis, c'est une solution. On leur propose des solutions assez rapides, en tout cas, dont ils peuvent se saisir assez rapidement, qui peut donner une efficacité au quotidien sur des problématiques très terre-à-terre, des choses vraiment... et que du coup, une fois qu'ils sont sortis de ça, éventuellement, ça ne les empêche pas de faire un autre travail s'ils veulent, pour mettre en lien par rapport à leur passé, les choses comme ça. Mais ce n'est pas exactement le même objectif. Effectivement, on cloisonne les choses. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de travail. C'est vrai que les patients ont l'habitude d'amener 50 trucs différents. Vous voyez ce que je veux dire, avec plein d'attentes, etc. C'est tout le travail du thérapeute ou du médecin ou de la personne qui va essayer de les aider, de aussi un peu leur faire un peu hiérarchiser les choses finalement. On leur fait segmenter un petit peu les problématiques, on les fait hiérarchiser. On va commencer par la problématique numéro 1, par niveau d'importance et d'urgence, j'ai envie de dire. Et alors, du coup, Virginie Charot nous demande par rapport à la résolution de problèmes, donc vous disiez qu'on peut le faire en plusieurs fois, en plusieurs séances, ou est-ce qu'il faut travailler sur les 7 étapes en continu sur une seule séance? Je ne sais pas si je comprends bien la question. Oui, c'est ça. Alors, moi, je conseille vraiment, c'est une technique qui est considérée comme simple. Clairement, prenez pas 7 séances pour la faire. Alors, il faut la faire je vous le dis, une séance explicative. Éventuellement, vous prenez un petit exemple en entretien. Moi, de pratique, je vous le dis, je vous fais l'exemple, j'explique l'intérêt que ça va avoir au patient. Je lui explique la méthode en lui prenant l'exemple que je vous ai expliqué là, qu'il le fait tous les jours sans s'en rendre compte, par exemple en allant faire des courses pour remplir son frigo. Et je lui dis qu'on va l'appliquer sur une de ses problématiques et on choisit ensemble la problématique. Je lui dis qu'il va devoir le bosser chez lui. Il repart avec, il travaille chez lui dessus, il revient du coup à la consultation suivante, on reprend son travail, on voit s'il a eu des difficultés, et on reprend point par point, et on fait un petit peu le point avec lui, est-ce que ça a été efficace ou pas. C'est comme ça que ça se travaille. Essayez de commencer à le
fractionner, pour moi, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que vous allez couper le processus cognitif au milieu. Alors qu'il faut qu'il ait le processus dans son ensemble, parce que naturellement, le processus, c'est une seule et même chose. Hein. Quand vous faites ça dans la vie de tous les jours, ça vous prend quelques millisecondes. Hein. Donc l'idée, c'est aussi que les gens puissent finalement, à un moment, décortiquer le processus et après, finalement, reprendre l'habitude de le faire très rapidement sur des problèmes qui leur paraissaient jusque-là assez envahissants, en fait, c'est ça? En fait, le problème, c'est quand ils sont face à une situation stressante et à un problème même concret, hein, c'est qu'ils vont s'inhiber, ils se bloquent dans ce processus. Donc l'idée, c'est de leur permettre, avec une démarche comme ça un peu structurée, c'est de reprendre le fil. Et ils ont les capacités pour le faire. Hein. Je vous rappelle, si on parle de nos patients qui ont des difficultés adaptatives, ils ne sont pas déprimés, ils n'ont pas de troubles cognitifs, ils ne sont pas du coup avec un trouble anxieux suffisamment sévère pour les bloquer. Donc ils sont en mesure de pouvoir mobiliser les choses. Vous voyez ? L'idée, c'est qu'il leur faut un petit coup de pouce, et cet outil, généralement, peut leur donner le coup de pouce suffisant, et on n'aura pas forcément besoin, vous voyez, d'un travail beaucoup plus complexe par la suite, ou d'aller jusqu'à des traitements, etc. Et une question complémentaire par rapport à la TCC, est-ce qu'on peut l'utiliser justement chez des personnes qui ont une dépression pour le coup caractérisée ou... Oui, on l'utilise chez des personnes déprimées. Après, ce n'est pas la seule méthode qu'on utilise. C'est-à-dire que juste ça, chez quelqu'un de déprimé, on n'ira pas très très loin. Mais on peut lui apprendre, en effet, ça fait partie d'un ensemble d'outils qu'on va leur apprendre, mais ce n'est pas le seul. Après, vraiment, vous êtes médecin, vous avez un patient même déprimé, franchement, ça fera pas tout, mais c'est toujours bien de lui proposer ce type d'outil si vous êtes à l'aise avec et si ça vous fait pas peur, en tout cas, d'utiliser ça en entretien. Hein. Ça structure en fait des conseils de bon sens qu'on peut donner, ça structure un processus cognitif déjà existant et que le patient a déjà en fait. Donc on va juste essayer de prôner ça et de vraiment l'autonomie dessus. D'accord, donc on peut aussi utiliser finalement des compétences en résolution de problèmes qu'ils ont déjà eues dans des situations aussi pour renforcer le fait qu'ils probablement ils savent le faire, quoi, déjà. C'est un peu comme ça que moi je l'aborde, c'est que je leur dis vous savez déjà le faire. C'est juste que là vous êtes bloqué par votre niveau d'anxiété ou par le stress de la situation. On leur explique aussi, pas de panique, hein, ça se trouve, l'outil ne résoudra pas tout. Il ne faut pas leur vendre non plus du rêve en leur disant, là, vous pratiquez ça et c'est bon, toutes vos problématiques vont, entre guillemets, s'effacer. Non, il faut bien leur expliquer que ça va les aider, que ça va leur permettre de prendre un recul suffisant qu'ils n'ont plus et de casser l'inhibition dans laquelle ils sont. C'est comme ça qu'on l'explique. Et on leur explique que ce n'est pas grave s'ils bloquent encore sur certains aspects dans la façon dont ils ont découpé le problème, mais ça va être assez génial qu'ils arrivent à avancer sur certains aspects sur lesquels ils pensaient ne pas du tout avancer. Ça marche. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques complémentaires sur cette partie sur la TCC. À ce moment-là, on peut aborder la dernière partie qui est donc une présentation de ce projet qui se met en place, donc, qui s'appelle Médecine générale et psychiatrie. Peut-être une courte introduction là-dessus, dire que c'est un projet qui est porté par à la fois les 6 CPTS d'Indre-et-Loire, donc du 37, donc les professionnels de santé libéraux de tout le département et le groupement hospitalier de territoire, donc le GHT, et en particulier le CHU. Et donc, c'est voilà, le fruit d'une rencontre lors de groupes de travail avec un psychiatre qui n'est pas là, qui s'appelle Jérôme Gros, qui travaille en psychiatrie D, où on s'est retrouvés à discuter de projets, de solutions novatrices, un appel à projet qui était là à ce moment-là, et on s'est décidé à présenter un projet qui est assez ambitieux, de par sa répartition géographique et de par aussi son objectif qui est vraiment de rapprocher, on va dire, les soignants autour des personnes qui ont un problème de santé mentale. Donc, je vais laisser Pierre-Yves présenter les différentes parties du projet, puisqu'il y a différents axes, en fait. Et dans le chat, Cécile Seman nous a mis donc le site internet Médecine générale et psychiatrie, sur lequel vous retrouverez
différents éléments, notamment des flyers avec voilà, des flyers pour les médecins généralistes, pour les autres professionnels de santé et pour les usagers. Je vais peut-être laisser la parole à Célia. Célia, tu veux présenter du coup? Oui, alors le dispositif effectivement qu'on propose pour le moment, parce que l'idée ça va être de développer le dispositif au fur et à mesure, mais c'est un dispositif d'avis à l'usage des médecins généralistes où en envoyant un mail sur l'adresse mail que vous voyez affichée là sur la diapositive, vous nous envoyez directement un mail à Pierre-Yves et à moi, donc c'est nous qui recevons les demandes d'avis et on peut vous donner un avis soit sur une situation où vous avez l'impression d'avoir des difficultés cliniques, soit sur des avis médicamenteux, thérapeutiques, des avis en termes d'orientation. Ou même ou en termes de supervision par rapport à une prise en charge que vous avez. L'idée, ça va être que vous puissiez vous sentir plus à l'aise dans la prise en charge de vos patients qui ont des problématiques psychiques et psychiatriques et ne pas vous sentir seul et isolé dans ces prises en charge qui ne sont pas toujours simples et puis dans un contexte où finalement là, les ressources en psychiatre peuvent être limitées. Donc ça, c'est le premier volet du dispositif. Le deuxième volet du dispositif, c'est le dispositif de prise en charge de groupe. Donc effectivement, vous avez la possibilité, alors je sais pas s'il y a notre diapo, oui. C'est des groupes psychothérapiques en TCC, de prise en charge de la dépression d'intensité légère à modérée, sur lesquels vous pouvez adresser vos patients. Vous avez simplement un formulaire à remplir et ça permet que vos patients puissent assez rapidement bénéficier d'une prise en charge de groupe. Là, à l'heure actuelle, on a la capacité de proposer des groupes pour une 60aine de patients le dispositif on peut commencer à mettre les groupes en action dès ce mois-ci en fait. Donc, sentez-vous libre de nous adresser les patients en groupe psychothérapie. Juste une petite précision, Célia, je me permets. Dans le premier déploiement, on a envisagé un déploiement des groupes sur les communes de La Riche, Tours, Cholet-Tours et Amboise. Merci Cécile. Qu'est-ce que... Du coup, l'idée, c'est que dans la présentation, nous, on veut participer à un partage, un petit peu un décloisonnement de la psychiatrie et de la médecine générale, des soins primaires et des soins somatiques au sens large. Nous, c'est quand même un de nos fers de lance. On veut vous montrer que la psychiatrie, c'est une spécialité médicale à part entière et on veut travailler un peu la main dans la main. On propose du coup ces avis, les soins, on propose dans un troisième volet en fait, de ce projet une montée aussi, un partage de connaissances et de montée en compétences. La soirée, un peu comme ce soir, c'est une illustration de ce qu'on aimerait proposer par la suite de manière régulière, sur des thématiques peut-être assez diverses, peut-être plus complexes aussi, en fonction des demandes qui vont émerger de la part des médecins généralistes ou de la part d'autres professionnels. On a déjà du coup des personnes qui ont commencé à utiliser les avis, on a déjà eu des adressages sur les groupes et du coup on vous invite à rejoindre un peu finalement la dynamique qu'on a réussi à impulser et du coup on attend, j'adresse ce message à tous les médecins généralistes, on a hâte de pouvoir travailler avec vous. Merci. Et puis, donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir donner l'info finalement à d'autres, via d'autres professionnels et via les patients eux-mêmes, puisqu'on a préparé, donc vous verrez sur le site des flyers donc, pour les autres professionnels de santé sur lesquels n'apparaissent pas les solutions pour les avis, puisque là, on parle plutôt des groupes. Hein. Les avis psychiatriques sont vraiment réservés aux médecins généralistes
L'idée, c'était vraiment d'être dans le parcours du patient aussi, le parcours de santé, centré sur la prise en charge en médecine générale, pour que ces groupes ou ces avis puissent avoir une cohérence par rapport au suivi habituel et pas se surajouter par rapport à quelque chose qui existe déjà. Et donc, du coup, les autres professionnels, mais pas que libéraux, hein, des institutions, voilà, de vraiment n'importe qui, peut aussi parler de ces groupes aux patients, les informer, et le patient peut venir voir son généraliste en disant « J'ai trouvé un truc, je pense que ce serait pas mal, est-ce que vous voulez bien m'inscrire ?» C'est un peu l'idée. Je réponds à quelques questions là que je vois dans le chat. Là, Patrick, je vois que tu mets comment est-ce qu'on est rémunéré. Pierre-Yves et moi-même, comme on vous disait, on a une activité mixte et à côté des consultations libérales, on a un temps d'attaché à l'hôpital sur lequel on pratique ces avis-là. Les avis, l'un des avantages, c'est que c'est des avis de réponse rapide et on s'engage à donner une réponse globalement dans les 8 jours. Voilà, et on espère, en développant au fur et à mesure et quand on aura du temps médical suffisant, pouvoir avoir une réactivité même encore meilleure. Je vois aussi une question, est-ce que les avis sont exclusivement accessibles aux médecins? Oui, pour le moment, c'est vraiment une volonté de développer, comme disait Pierre-Yves, hein, la culture de la psychiatrie comme spécialité médicale et de venir en appui aux médecins généralistes dans la prise en charge de leurs patients qui ont des problématiques psychiques et psychiatriques. Par contre, c'est vrai que sur cette partie-là, n'hésitez pas, si vous êtes professionnel de santé d'une autre profession que la médecine générale, à solliciter, avec l'accord du patient évidemment, hein, mais à solliciter le médecin généraliste du patient en disant, voilà, j'ai vu notre patient commun, monsieur Truc, il m'a dit que c'était OK pour que je t'appelle et qu'on en parle, il est quand même pas super en forme, il y a ce truc-là, tu connais les groupes et tout, voilà, n'hésitez pas. Parce que cette coopération, elle est vraiment aussi au centre des CPTS, au centre du projet, hein, des CPTS, de travailler ensemble et de vraiment être plus en lien pour une meilleure efficacité des soins. Et ça marche aussi en articulation avec les travailleurs sociaux. C'est ça. Et donc, sur la partie rémunération, donc, le fait de répondre à cet appel à projet donc, qui s'appelle Innovation Psychiatrie, qui est un appel à projet qui a eu lieu là, en 2019 et 2020 déjà. Donc, c'est des sommes d'argent assez conséquentes hein, qui sont décidées, allouées via le ministère de la Santé. Donc, il y a un délégué à la santé mentale maintenant qui s'appelle Franck Bellivier, qui est psychiatre, qui pilote la santé mentale en France et notamment cet appel à projet. Et donc, c'est via cet appel à projet qu'on a pu recevoir une somme assez conséquente pour payer les temps de psychiatre. Donc, l'idée à terme, c'est d'avoir un 0,5 équivalent temps plein dans chaque CMP, dans les 7 CMP du département. Donc, c'est quand même une augmentation importante de l'offre de psychiatrie dans les CMP en lien avec les médecins généralistes. Et ça permet aussi de payer les psychologues qui vont animer les groupes. Donc, on a fait un premier recrutement de psychologues libéraux. Il y a eu une formation, donc une formation qui est rémunérée aussi aux psychologues. Il y aura des temps de supervision avec les psychiatres pour ces psychologues pour vraiment assurer une prise en charge harmonieuse, quel que soit le groupe dans lequel sont les patients. Et puis, voilà, pouvoir résoudre des problématiques aussi ensemble en supervision. Cet argent, il permet aussi de rémunérer Nathalie Barger qui est avec nous, qui est la secrétaire du dispositif, voilà, qui nous fait un petit coucou, de payer Cécile Seman, donc la chargée de liaison du dispositif, et puis de payer aussi les professionnels de santé libéraux qui s'investissent pour organiser tout ça, puisque là, on est parti de zéro, donc on a pas mal travaillé sur les outils, sur l'organisation, les modes d'emploi, genre comment on demande un avis, comment on rend l'avis, comment tout ça. Et bien sûr, on est vraiment
très en attente de vos retours. Si vous trouvez des choses bizarres ou n'importe quoi, voilà, n'hésitez pas à envoyer un mail à Cécile, dont le mail est sur le site pour faire un retour. C'est important que cette histoire puisse évoluer avec les retours des professionnels. Alors, je réponds à la question sur le fait que les psychologues recrutés sont-ils formés à la TCC. Dans notre premier temps de recrutement, on avait effectivement un ensemble un peu plus hétérogène que ce que souhaitait initialement, avec effectivement des psychologues déjà formés, mais d'autres qui ont plutôt l'habitude sans avoir une formation théorique complète. Et c'est pour ça qu'on rajoute, nous, un temps de formation dans lequel on reçoit les psychologues et sur lequel on a un temps un peu voilà, de formation, d'explication des outils qui vont être utilisés dans le groupe, d'explication sur l'animation des groupes. Et ensuite, on va suivre aussi les choses afin que du coup, ce soit, comme disait Alice, ce soit supervisé, qu'il y ait une homogénéité dans ce qui va être délivré en groupe. On se base sur des programmes TCC canadiens, hein, c'est-à-dire voilà, sur lesquels nous, on les a restructurés avec notre pratique. Mais on est sur une base qui va être commune, hein, c'est-à-dire que tous les binômes de psychothérapeutes qui vont délivrer, on va dire, ces séances de groupe, c'est sur 10 séances, hein, chaque groupe, 10 à 11 séances, on a tous la même trame. Hein. D'accord, il n'y a pas un groupe qui va différer d'un autre. Hein. Ça va être les binômes animateurs diffèrent, mais la trame et ce qui va être délivré est la même. À terme, on aimerait pouvoir proposer d'autres choses, et notamment en lien avec une demande forte des médecins généralistes, c'était vraiment aussi des groupes de prise en charge de la souffrance au travail. Ce qui demande un petit travail parce qu'il n'y a pas pour l'instant, on n'a pas de données scientifiques extrêmement valides avec de groupes déjà ou de programmes déjà structurés, donc il faudrait qu'on le crée de A à Z. Et ça, on pourra le faire. Alice, je te laisse répondre sur la question du chat. Alors, est-ce qu'il existe le même genre de dispositif sur les départements limitrophes? Non. Voilà, puisque là, on est vraiment dans un dispositif qui est pour l'instant organisé sur le 37. Après, dans l'idée de cette enveloppe budgétaire là, sur le fonds d'innovation à la psychiatrie, c'est vraiment l'idée du ministère, c'est de favoriser les initiatives locales, de faire émerger des nouvelles formes de coopération, des nouvelles formes de travail. En plus, et s'appuyant sur ce qui existe déjà, hein, voilà, donc là, les CMP par exemple, et les professionnels de santé libéraux, les psychologues libéraux, qui sont quand même en nombre en Indre-et-Loire, mais pas que, hein, on a beaucoup de psychologues libéraux sur la région, et donc du coup, l'idée, c'est, voilà, pourquoi pas montrer que ce dispositif, ce projet est super efficace et qu'on pourrait le généraliser. Il y a aussi d'autres choses qui sont en cours sur on va dire, mais qui sont moins dans la coopération, qui sont des expériences de financement de psychothérapie individuelle dans certains départements. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont en expérimentation. Et il y avait une question sur l'annuaire des psychologues psychiatres du 37. Alors, il y a, à ma connaissance, pas d'annuaire des psychiatres. Après, il y a un annuaire des personnes formées en TCC. Hein, c'est ça, Pierre-Yves. Il y a le site de la FTCC, mais ce n'est pas exhaustif parce qu'il faut s'inscrire auprès de la FTCC afin de pouvoir apparaître sur l'annuaire. Il y a des gens qui sont formés mais qui ne sont pas inscrits et donc qui n'apparaissent plus dans l'annuaire. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à reformaliser, c'est-à-dire d'avoir comme ça vraiment effectivement un annuaire psychiatre-psychologue. Ça va demander une coordination psychiatre-psychologue qui n'existe pas actuellement et ça demanderait que renaisse un peu de ses cendres l'association des psychiatres libéraux aussi, qui s'est éteinte il y a quelques années. On va dire. Et là, on est une jeune génération de psychiatres qui s'est installée en libéral. On est quand même pas mal. On est quasiment 7 à 8 nouveaux psychiatres hein, sur l'agglomération Tourangelle. Là, pour l'instant, on prend nos marques dans notre activité libérale, mais dès qu'on aura un peu plus de temps dans nos activités respectives, on essaiera peut-être effectivement de reformaliser ça. Les psychologues sont assez dynamiques, hein, donc ils ont déjà, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, un regroupement. Ils ont peut-être déjà un annuaire.
Après, il y a aussi dans certaines CPTS la discussion d'un annuaire des spécialités. Alors nous, sur la CPTS d'Amboise, Bléré-Montrichard, on a fait un annuaire des psychologues. Voilà, qui est disponible sur simple demande pour les gens qui sont pas de la CPTS. Et sur effectivement les troubles du comportement alimentaire, on voit il y a quand même, je suis d'accord avec vous, hein, un besoin de travailler ensemble parce que malheureusement, sinon, ça ne marche pas très bien si on ne s'attache que à ce qu'il y a dans l'assiette. C'est aussi la façon de le manger qui compte. Donc voilà, peut-être des idées sur l'agglomération aussi, de collaboration autour de ça. Je ne sais pas, je lance l'idée. Via les médecins généralistes, et n'hésitez pas sur l'aspect alimentaire à nous demander également des avis. On a Célia dans l'équipe, hein. Je te laisserai la parole, Célia, mais qui est spécialisée là-dedans. Alors oui, alors je suis... précédemment, j'avais une activité hospitalière dans laquelle j'avais une activité spécifique pour les troubles du comportement alimentaire. Je travaillais avec le professeur Régis Ancard et le docteur Arnaud Deluca, qui sont tous les deux nutritionnistes au CHU, qui ont une forte volonté de s'organiser en réseau, mais je crois qu'il y a des histoires un peu politiques qui font qu'il y a des avantages comme des inconvénients à s'organiser en réseau. Il n'empêche que, oui, effectivement, moi, j'ai du coup, du fait de cette casquette que j'ai eue à l'hôpital, une facilité à prendre en charge des patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Il ne faut pas hésiter à demander aussi des avis, soit via ma casquette de libérale ou de dispositif. On est formé sur beaucoup de choses, hein, sur aussi bien moi que Célia, donc on a quand même une capacité à répondre sur beaucoup de choses sur les avis, hein, qui sont demandés. Et comme en fait on a notre pied à l'hôpital et qu'on a quand même été aussi formé sur l'hôpital, on connaît bien aussi tous les réseaux et dispositifs, et on peut facilement aussi appeler des collègues à nous et faire un peu ce travail justement avant de vous répondre à un avis. Je prends des exemples. Si on a une demande vraiment spécifique, par exemple d'addictologie, moi je ne suis pas un grand spécialiste en addictologie, on pourra facilement appeler un collègue, ce qui vous évite vous de le faire et de perdre du temps, vous voyez. Nous, on potasse un peu la question que vous avez et on vous répond un avis, vous voyez, formalisé, un peu documenté, avec, en ayant sollicité, nous, notre réseau à nous. Mais ça évite finalement de se disperser, de devoir être envoyé de téléphone en téléphone, etc. Et puis, on peut citer aussi le travail qui est fait en ce moment de lien entre cette offre de soins, donc d'avis par mail et de groupes de psychothérapie, et les différents CMP. Alors, on a commencé par les CMP de l'agglomération, puisque géographiquement et les liens que vous aviez l'un et l'autre avec les services de l'agglo étaient plus importants. Mais l'idée, c'est aussi de travailler avec les CMP sur comment on fait pour, en gros, pour éviter que des patients attendent longtemps une réponse à leurs problématiques de santé. Il y a parfois des gens qui finalement ne nécessitent pas un suivi en CMP, mais pour l'instant, c'était parfois la seule solution qu'avait le médecin généraliste pour avoir une réponse à une question sur un traitement ou sur un diagnostic. Ou sur un suivi. Donc, on est vraiment là-dedans, dans essayer de fluidifier ces demandes qui arrivent au CMP pour faire gagner du temps aux patients et désengorger aussi un peu les CMP des situations qui ne nécessiteraient pas, on va dire, l'outillage du CMP. Alors, le CMP de Montrichard. De Montrichard, alors oui, alors à Montrichard, c'est pas un CMP, mais c'est le CMP de Romorantin. Et donc, pour le coup, on a dans la CPTS Asclepios, on essaye de rencontrer le CMP de Romorantin. Le Covid nous a arrêtés en plein élan, mais voilà, nous devions les rencontrer il y a quelques semaines. Et ce n'est que partie remise, puisque effectivement, c'est important d'être en contact aussi avec les CMP limitrophes. Bon, on n'aura pas le même type de travail
les avis, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce qu'on appelle les parcours de patients entre le libéral et l'hospitalier. Concernant le coup de main sur la souffrance au travail, comme je vous ai dit, on va travailler nous des groupes dessus, mais rien ne nous empêche, probablement avant création des groupes, de faire une soirée thématique sur le sujet. Oui. C'est un sujet assez vaste. C'est bien. Arriver à en faire quelque chose d'un peu pratique pour vous sur une soirée, on va essayer de travailler dessus et on verra. On est preneur de toutes vos demandes, hein, s'il y a des demandes spécifiques dans votre pratique. Je mets un point d'honneur à essayer de proposer quelque chose qui va être un peu clé en main et que vous allez pouvoir utiliser dans votre pratique en médecine générale. Donc, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ou des choses Bon, je crois qu'on a tout dit. Cécile, est-ce que j'ai oublié de dire des trucs? J'étais en train de me dire une petite précision quand même. On a choisi pour cette première expérimentation de déployer les groupes sur des lieux dans la cité. Donc, on a eu des réponses très favorables. Il y a d'ailleurs des collègues des centres sociaux qui sont là. Merci Roselyne. Et voilà, qui était prêt aussi à accueillir ce projet-là. L'idée, on avait bien sûr au CHU les possibilités et au sein des CMP d'accueillir ces groupes. L'idée aussi pour faire en sorte de participer un petit peu à la déstigmatisation, sans doute, mais aussi de permettre une ouverture sur la ville, d'avoir moins peur d'y aller. On a choisi d'adosser ces psychothérapies de groupe, donc sur les centres sociaux, possibilités, donc je vous le disais tout à l'heure, hein, sur Cholet-Tours, La Riche, Tours. Amboise, ce sera un peu plus particulier, ce sera sur le FJT, puisque le centre social se trouve dans un endroit qui est très extérieur au centre-ville d'Amboise, et en termes de mobilité, on s'est dit que c'était plus facile sur le FJT dans le quartier Malétraine. Voilà, c'était juste une petite précision. Mmh. Donc, par rapport à ces groupes, c'est vrai que c'est Cécile qui est plus voilà, dans l'organisation des groupes, trouver des lieux et puis donc recevoir les demandes des médecins généralistes pour les patients pour rentrer dans les groupes. Et ensuite, Nathalie, donc, qui est la secrétaire, va pouvoir assurer on va dire, toute la logistique au fur et à mesure des groupes, voilà, rappeler les patients, éventuellement être appelés en cas de difficulté de leur part, voilà, vraiment renvoyer un compte-rendu. C'était important pour nous aussi qu'il y ait un compte-rendu à la fin de la prise en charge, à la fin des groupes vers le médecin généraliste qui synthétise la prise en charge, un courrier qui serait évidemment quelque chose de synthétique, hein, qui ne va pas reprendre toutes les séances, mais pour que ensuite, finalement, le patient puisse revenir avec ça, enfin, revenir en discuter avec son généraliste, voir un petit peu ce qu'on en fait après, quoi. Alors, Nathalie Gouard nous partage leurs propositions, enfin, ce qui se passe au GEM Amila. Effectivement, c'est intéressant parce que ça permet, c'est complètement complémentaire, moi, je trouve, du soin. Hein, et du coup, voilà, ça peut, en tout cas, vous pouvez être le relais de ces informations et bien sûr, proposer aux personnes de participer à ces groupes. Hein, il n'y a pas de souci. Ok, et ben merci beaucoup pour cette soirée. Merci à Pierre-Yves et à Célia de leur présentation. Et puis, bien sûr, donc on vous proposera peut-être la prochaine soirée sur la souffrance au travail. Ça peut être intéressant. Voilà. Et si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas à écrire à Cécile. Voilà, vraiment, toutes les idées sont à prendre. Bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir, bonne soirée.